Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés nombreux. Alors ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Christian Lebart, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes, qui a été directeur d'une maison des sciences de l'homme, comme la structure qui nous accueille et qui vous accueille ici ce soir à Rennes, et puis qui est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un paru récemment, dont il va un peu nous parler. Donc voilà, on le remercie vraiment d'avoir traversé la France, en plus avec des problèmes de train, pour venir ce soir. Eh ben, on t'écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup André pour cet accueil très sympathique. Merci de m'accueillir dans ce bel endroit. La MSH de Besançon aurait, il y a quelques années, suscité ma jalousie quand j'étais effectivement directeur de la MSH de Bretagne, car nous n'avons toujours pas un aussi bel amphithéâtre que celui-ci. Mais voilà, donc je suis très content de voir que les MSH fonctionnent bien et qu'elles remplissent en particulier une de leurs missions historiques qui est de faire dialoguer les sciences humaines et sociales voilà, dans une perspective ouverte, citoyenne, de débat public, etc. Donc je suis là pour ça, pour essayer d'ouvrir le débat autour de... Il y aurait plusieurs façons de le dire, autour du populisme, autour de la crise de la démocratie, autour des évolutions actuelles de la démocratie représentative. Alors, le livre dont je vais vous parler, que j'ai oublié d'amener avec moi, j'ai pris 3 trains pour venir, dont un qui avait 2 heures de retard, donc je suis un petit peu dans un état second, mais je vais essayer d'être cohérent quand même. Donc, ce livre s'appelle La politique à l'envers. C'est un essai, alors comme la plupart des chercheurs de ma discipline, je consacre l'essentiel de mon temps à faire des recherches empiriques sur des réalités voilà, tangibles, à partir de corpus. Alors moi, ma marotte, c'est les livres politiques. J'ai beaucoup travaillé sur les livres écrits par les professionnels de la politique. Voilà, je travaille pas mal travaillé sur les élus locaux et puis sur le personnel politique d'une façon générale, en faisant des entretiens avec des maires, des parlementaires, etc. Bon, mais je pense qu'il est utile de temps en temps de changer un petit peu de ton et de commettre ce qu'on appelle, d'un mot qui a un statut très, très curieux en sciences humaines et sociales, un essai. Un essai, c'est-à-dire non pas partir d'un corpus comme j'avais pu le faire par le passé, 200 livres politiques, on les lit, puis on voit ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut construire comme énoncé général à partir d'un corpus scientifiquement, entre guillemets, analysé. Non, un essai, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a une idée en tête et on essaie de la pousser jusqu'au bout, on essaie de l'illustrer à partir de faits qu'on va piocher un peu dans l'actualité, dans d'anciens matériaux qu'on a collectés au fil de sa carrière. Voilà. Donc ce livre est un essai. Ça ne veut pas dire qu'il est ouvert au jugement de valeur. Souvent, quand on dit essai, on veut dire, on désigne la situation dans laquelle quelqu'un prend position. Moi, je vais vous parler d'évolutions que je constate et je ne vais pas prendre parti sur ces évolutions, et si vous m'amenez à, si vous me demandez de le faire dans le débat qui suivra, vous verrez que je marche en crabe, car il y a dans ce que je vais dire des choses que je trouve plutôt sympathiques et d'autres que je trouve plutôt problématiques, mais j'anticipe. Bon. Alors, donc quand j'ai commencé la science politique il y a quelques décennies, presque 4, il y avait un modèle qui prévalait, qui s'imposait à peu près à tout le monde, qui était, je dis ça en termes un peu savants, le modèle de l'autonomie du champ politique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le monde politique, je vais parler de la France, mais il y aura beaucoup de phénomènes d'écho par rapport à d'autres éléments d'actualité internationale ou dans d'autres pays, le monde politique, la vie politique est un monde à part. Voilà. La thèse de l'autonomie du champ politique, c'est l'idée selon laquelle la politique s'est constituée comme un monde à part, comme l'art contemporain, comme le football, comme voilà, la plupart des univers sociaux, c'est ce qu'on appelle la division du travail social, bon, etc.
Le problème, c'est que ça s'est évidemment pas fait en un jour. Hein, c'est l'évolution de toute l'histoire du XXe siècle qui a donc produit cet effet que la politique, c'est un personnel qui est entièrement consacré à ça, ce qu'on appelle les personnalités politiques, le personnel politique. Ce sont des institutions qui sont dédiées à cela, ce qu'on appelle les partis politiques, alors qui ne sont pas seulement liés à l'appareil d'État, mais qui sont liés à l'activité politique et à la fonction de représentation, de formation des futurs professionnels de la politique, etc. Et puis, je dirais que la politique, c'était aussi un certain rapport au monde, une certaine façon d'endosser ce qu'on appelle les rôles politiques, c'est-à-dire une certaine façon de parler, de se tenir, d'incarner, j'utiliserai beaucoup l'expression au fil de la conférence, d'incarner des institutions, d'incarner des collectifs. Ça n'est pas n'importe quoi d'être député de la nation, c'est pas juste être un décideur ou un manager, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alors, cette autonomie du champ politique, elle est forcément très relative pour une raison très simple, c'est qu'il y a le suffrage universel. Donc le cœur du système, il est quand même à l'extérieur. Ce sont les citoyens qui désignent les gouvernants. Donc il y a une espèce d'hétéronomie de principe, voilà, qu'on n'a pas dans d'autres univers sociaux. Mais cette hétéronomie de principe, c'est-à-dire les cartes sont distribuées par les électeurs qui votent, elle s'est de fait réduite au fil de l'histoire de la République par tout simplement ce qu'on pourrait appeler l'accaparement des fonctions politiques. Le mot accaparement est péjoratif et c'est pas ça que je veux dire. Disons j'allais dire la confiscation, c'est encore pire. Disons l'enfermement, la clôture, tous les termes sont péjoratifs, autour de quelque chose qu'on a fini par appeler, évidemment c'est très problématique, une classe politique, c'est-à-dire un petit groupe qui selon la grande expression, la célèbre expression d'un grand sociologue du XXe siècle, Max Weber, de gens qui vivent de et pour la politique, c'est-à-dire de gens qui y croient très fort et qui s'y consacrent entièrement au point de ne pas avoir parfois grand-chose d'autre dans leur vie et au point d'en tirer suffisamment de revenus pour pouvoir ne faire que cela. Bon, donc la France d'après-guerre, la France des années 80, c'est une France avec une classe politique très particulière, avec des attributs très particuliers, très typés socialement, un métier qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas vraiment un métier d'ailleurs. J'ai eu la gentillesse d'évoquer, mais j'ai fait il y a longtemps un livre qui s'appelait Le métier d'élu local, hein, sur les maires, c'est un premier livre collectif, et l'expression apparaissait à l'époque comme très provocatrice. Les gens disaient mais c'est pas un métier, je suis maire, c'est pas un métier, c'est une fonction, etc. Donc on n'aimait pas du tout les politiques n'aimaient pas du tout, ils n'aiment toujours pas qu'on parle de profession ou de métier politique. Voilà, donc un univers très à part et qui se pense comme un univers à part avec des formes de grandeur spécifiques. Hein. La politique est quelque chose de grand, de noble. Il y a des historiens qui se sont risqués à faire une histoire longue en tissant des fils de la noblesse d'Ancien Régime à la classe politique aujourd'hui, en faisant un saut de puce sur le 19e, etc. Donc voilà, l'idée de dévouement pour les autres, de grandeur, d'une dimension sacrificielle. Hein, voilà. Je ne m'écoute pas, je fais de la politique, je suis au service des autres, etc. J'en vis, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le service des autres. Et ce monde à part, il est structuré par une organisation absolument fondamentale qui est le parti politique, c'est-à-dire le lieu où ces gens-là sont fabriqués, le lieu où ces gens-là sont sélectionnés ou présélectionnés, et le lieu où ces gens-là sont structurés, construits, organisés, etc. Tout cela était associé à une certaine grandeur. Hein, grandeur au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de légitimité qui irriguait ce champ politique, malgré la critique qui a toujours existé de cette classe politique, elle confisque le pouvoir. Ça, c'est aussi ancien que la démocratie représentative. Rousseau le disait déjà dans le contrat social. À partir du moment où il y a une classe politique, à partir du moment où il y a démocratie représentative, il y a risque de confiscation, etc. Donc ces problèmes-là sont sur la table depuis qu'existe la procédure de désignation des gouvernants par les gouvernés. Malgré ça, on peut dire que
dans cette France des Trente Glorieuses, dans cette France de la deuxième moitié du XXe siècle. Le système fonctionne à peu près, tout simplement parce qu'on est dans un contexte de croissance économique et que, en gros, les gouvernés tolèrent ce qui est déjà dénoncé comme étant les privilèges des gouvernants, tout simplement parce qu'en retour, on en reçoit un certain nombre de choses, et c'est un jeu à somme positive. Bon, et puis, on est assez prédisposé à rentrer dans l'idée qu'il y a une grandeur dans les missions politiques, que oui, les politiques, même s'ils ont des avantages à faire ce qu'ils font, se sacrifient, ou en tout cas n'ont pas une vie si drôle que ça. Et oui, les partis politiques sont nécessaires parce qu'ils permettent d'orchestrer tout cela. La politique, ce n'est pas un combat d'individus, c'est un combat qui est rendu lisible par des doctrines partisanes, par des étiquettes partisanes, par des institutions qui sont tout à fait dans leur rôle, en faisant ce qu'elles font. Bon, peut-être je force le trait, mais c'est pour évidemment insister sur le contraste qui va retenir mon attention, et la vôtre, j'espère, autour de l'idée que, et c'est ça que j'appelle la politique à l'envers, ça a basculé. C'est-à-dire que tout ce qui était grand pour nos parents ou grands-parents, disons ça comme ça, tout ce qui était noble est désormais perçu comme ignoble ou comme problématique. Tout ce qui renvoie à l'univers politique est à peu près radicalement stigmatisé. Voilà. Et donc les politiques sont face à un problème assez redoutable, la légitimité, qui est l'essence qu'on met dans le moteur pour faire avancer la voiture, hein, la légitimité que j'ai à vous parler, la légitimité, etc. Eh bien, cette légitimité, elle est tout simplement grippée, elle ne fonctionne pas. Hein, elle ne fonctionne plus. Et donc, je vais essayer de montrer que, du coup, ils sont condamnés à aller chercher des légitimités ailleurs. Alors, on va aller chercher du côté des médias, on va aller chercher du côté de l'entreprise, on va aller chercher du côté des mouvements sociaux, on va aller chercher des grandeurs alternatives, puisque la grandeur en propre de la démocratie représentative, elle est un peu, voire beaucoup, cassée. Alors, je vais essayer de nourrir ce jeu d'hypothèses en trois arguments principaux. Je vais essayer de montrer que la professionnalisation politique, c'est-à-dire le fait d'être un professionnel de la politique, ça ne marche plus du tout, que c'est quelque chose qui est aujourd'hui radicalement remis en cause. Je vais ensuite essayer de montrer que les partis politiques ont vraiment des soucis à se faire parce que la mécanique même qui fonde le parti politique est usée jusqu'à la corde, disons cela comme ça. Et puis, je terminerai en essayant de montrer que l'éthos du sacrifice, la posture un peu sacrificielle qui était traditionnellement celle des politiques, eh bien, ça aussi, ça fait problème. Alors, sur donc ce que j'appelle un peu pompeusement la déprofessionnalisation du champ politique. Alors, déprofessionnalisation du champ politique, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que François Bayrou est un amateur, ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron est un président seulement le dimanche et qu'il a un autre métier le reste de la semaine, évidemment. Hein. Ça veut dire que lorsqu'il se donne à voir à nous, ce que dans le jargon des sciences sociales, on appelle pompeusement les stratégies de présentation de soi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se présente à autrui pour apparaître comme légitime, eh bien, dans les stratégies de présentation de soi, le fait d'être un professionnel ne passe plus, hein, passe de moins en moins. Donc, c'est une stratégie du profil bas. Je vais vous en donner quelques exemples. On est dans une société qui valorise l'amateur, le bénévole, et non pas le professionnel de la politique. Ça s'observe dans d'autres univers sociaux aussi, mais bon, pas dans tous. Hein, pas encore venu le moment où, rentrant en salle d'opération, le chirurgien nous dira « Je vous rassure, c'est la première fois que j'opère, je n'ai jamais fait avant aujourd'hui. » Non, ça nous inquiéterait plutôt. Bon, Donald Trump, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été élu nulle part, je ne suis pas compromis avec ces gens-là de Washington, je suis quelqu'un de complètement extérieur, donc je suis innocent de tous les crimes de la classe politique. Votez pour moi.
car je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Hein, Éric Zemmour a tenté cette stratégie-là. Hein, votez pour moi du fait même de mon inexpérience. Mon inexpérience est source de grandeur. Là où, théoriquement, dans le système ancien, c'est l'expérience qui était source de grandeur. On pouvait dire, par exemple, François Hollande, président de la République, François Hollande n'a jamais été ministre. Est-ce qu'on peut désigner comme président de la République quelqu'un qui n'a jamais été ministre? Donc, vous voyez, on était dans une logique de professionnalité de la classe politique. Il fallait être un professionnel, c'est-à-dire avoir franchi des étapes, et on ne s'improvisait pas chef d'État. Bon, le populisme, c'est l'équation exactement inverse. Moins vous avez d'expérience politique, plus vous pouvez jouer la carte de la virginité, de l'extériorité, de la fraîcheur, de la non-compromission avec le monde politique tel qu'il est, c'est-à-dire, du point de vue des populistes, tellement coupable que toute personne ayant exercé un mandat à un moment de sa vie est quasiment coupable. Alors, je mobilise quelques éléments d'illustration s'agissant du cas français. Alors, un qui m'a beaucoup amusé, sur lequel j'ai travaillé, c'est la dénonciation de l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration, c'est un très, très intéressant symbole, puisque c'est quand même une école qui a été fabriquée, qui a été mise en place pour produire des élites de la haute fonction publique, et secondairement, mais ça c'est très vite orienté vers ça, les élites politiques. Hein, on sait très bien que l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 68, c'est la consécration des énarques. Hein, voilà, sur les 20 années qui vont suivre, le pouvoir est vraiment entre les mains des énarques et pas seulement la haute administration. Bon, l'ENA est pensée comme une école de pouvoir. On y apprend à gouverner, on y apprend à gérer l'action publique. Bon. Alors, l'ENA, l'image de l'ENA va complètement se renverser. C'est-à-dire, elle est devenue le symbole, elle était devenue, puisque Macron l'a supprimée, elle était devenue le symbole d'une caste. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'ENA comme caste. Hein. La question, c'est pas la question, c'est un peu est-ce que tous les énarques sont faits sur le même moule, mais c'est surtout est-ce que à l'ENA, on a des gens qui viennent d'ailleurs, hein, par exemple, de tous les milieux sociaux, de tous les types de filières de formation. Qu'est-ce qu'on a fait avant l'ENA, etc., etc. Hein. Donc, tout se passe comme si les professionnels de la politique qui avaient fait l'ENA ressentaient dans les années 2000 le besoin d'expier une espèce de faute originelle. Hein. Alors, par exemple, Jean-François Copé va écrire un livre qui s'appelle « Ce que je n'ai pas appris à l'ENA hein, », dans lequel il termine en disant qu'il va brûler ses cours de l'ENA parce que tout ce qu'il a appris à l'ENA, ça le fait penser de travers. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? Le terrain, la municipalité, deux mots, le contact avec les vrais gens, les vrais humains, ceux qui n'ont pas fait l'ENA, sous-entendu à l'ENA, il y a des créatures d'un drôle de métal, mais le vrai monde, voilà. Donc on réussit c'est extrêmement intéressant, hein, parce que voilà, il y a un basculement de l'imaginaire qui est très rapide et qui conduit donc à la suppression de cette école qu'on remplace par une autre à qui on donne un autre nom, mais qui remplira les mêmes fonctions, hein, je vous rassure. Alors, deuxième stratégie de type harakiri ou profil bas, la suppression du cumul des mandats. Le cumul des mandats, c'était, les plus anciens s'en souviennent, c'était quand même un des attributs les plus lourds du système politique français. C'est aussi une singularité du système politique français, le fait d'être député-maire, le fait d'être président de région et sénateur ou député, ça garantit, c'est une assurance vie contre la défaite électorale. Ça permet de rentrer en politique et d'y faire carrière pendant plusieurs décennies. Si vous perdez un mandat, il vous en reste un autre. Bon, donc vous pouvez jouer à votre propre insubmersibilité de la sorte. Bon, il est intéressant de voir que l'opinion publique s'est retournée contre le cumul des mandats. Enfin, s'est retournée dans les enquêtes d'opinion. Le cumul des mandats n'existerait pas si les électeurs ne votaient pas pour les cumulants. Si vraiment les Français n'aimaient pas le cumul des mandats, quand quelqu'un cumule, ils ne voteraient pas pour lui. Donc il y a cette espèce de double perception du cumul des mandats que l'opinion publique dénonce, mais que les électeurs individuellement valident. Bon, bref, le législateur y a mis fin. En 2014, il y a une loi assez radicale qui interdit aux parlementaires d'avoir un mandat local. Vous avez vu que François Bayrou veut peut-être y revenir. Bon, on y reviendra peut-être dans la discussion. Bref, c'était le symbole d'une certaine professionnalisation politique. Les députés et La République En Marche qui ont été élus en 2017, ceux qui ont perdu en 2022,
Et c'est normal de perdre le coup d'après. Hein. Quand il y a une vague comme 2017, forcément, la Macronie ne pouvait pas se maintenir à son niveau de popularité de 2017. Donc c'est normal qu'il y ait eu des... Bon, bah, il y en a pas mal qui sont redevenus, qui sont retournés à la société civile, hein, parce qu'ils n'avaient pas accumulé entre-temps, ils ne pouvaient pas. Donc ils étaient parlementaires secs. Hors sol, comme on dit, j'ai horreur de cette expression. Ils ne sont pas hors sol, ils ont une circonscription. Mais bon, ils reviennent, je sais pas, chez moi, Florian Bachelier, qui était questeur de l'Assemblée nationale, c'est quand même pas rien, il est retourné à sa profession d'avocat. Troisième exemple de renversement, la valorisation de la société civile sous toutes ses formes. Hein. Avec ce discours, la politique n'est pas un vrai métier. Les vrais métiers, c'est ce qu'on fait à l'extérieur. Dans le livre programme qu'il a écrit, Emmanuel Macron, le livre s'appelle Révolution. Dans ce livre programme, Macron dit je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai un métier. Je suis banquier. Voilà. Et il ajoute tous les politiques devraient avoir un métier. Voilà. C'est à la Banque Rothschild que j'ai appris, etc. J'ai appris mon métier. Voilà. Je fais de la politique, mais mon vrai métier, c'est banquier. Alors c'est très amusant de voir comment des apparatchiks, parfois un peu caricaturaux, mais c'est pas une critique, hein, on peut faire toute sa vie en politique, moi ça me pose aucun problème, vont être obligés de justifier. J'utilise beaucoup l'expression expier, hein, expier le péché originel d'être énarque, expier d'avoir été cumulant et expier d'avoir rien fait d'autre dans sa vie que de la politique. Bon, alors là, on va avoir des choses très amusantes. Je prends l'exemple d'Alain Juppé, par exemple. Alors, il faut que je tape de tous les côtés. Je ne tape pas, hein, j'illustre. Alain Juppé, quand il est condamné pour inéligibilité, part enseigner au Québec, hein, vous vous en rappelez, et il en tire un livre, Lettre d'un voyageur, dans lequel il raconte voilà, quel bonheur que c'était d'enseigner. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses. On retrouve ça dans plein de bouquins. Quel bonheur de s'arrêter dans une station-service et de parler à des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous disent pas « Ah, monsieur le ministre », etc., qui vous parlent comme un individu ordinaire parce que la gloire d'Alain Juppé n'a pas franchi l'Atlantique. Quel bonheur de préparer un cours pour des étudiants, etc. Donc, c'est le vrai monde. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, on pourrait s'attendre à une défense du métier politique. On pourrait s'attendre à ce que des gens qui ont consacré toute leur vie à la politique défendent le métier politique en contexte populiste et en contexte de dénonciation des politiques. Et au lieu de cette stratégie-là, stratégie collective, que peut avoir par ailleurs l'Association des maires de France, hein, mais au lieu d'avoir une défense collective de la profession quand elle est attaquée, on a des stratégies individuelles de salut. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à ces critiques en disant bah non, désolé, quand on est ministre, on n'est pas coupé du terrain, c'est pas vrai. Quand on est député, on est sur le terrain, bien sûr, on connaît. Au lieu d'avoir des réponses collectives de défense de la profession, on a des stratégies individuelles qui nourrissent les stéréotypes hostiles à la classe politique en disant les pires pages, les pires propos contre la classe politique professionnalisée, je les trouve dans les livres écrits par des professionnels de la politique, qui espèrent s'en sortir en disant cela, ce qui est évidemment un peu problématique. Donc j'ai travaillé aussi sur Arnaud Montebourg. Alors Arnaud Montebourg, c'est vraiment un cas intéressant. Donc, carrière très rapide, hein, carrière très précoce. Il est très rapidement président de département, je crois. Il est très rapidement ministre. Il est très rapidement candidat à beaucoup de choses. Mais bon, voilà, il se rend compte à un moment que ça coince. Il apparaît comme l'apparatchik, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un détour par l'entreprise privée. Et quand je disais tout à l'heure expier le péché originel, il se met en scène comme s'inscrivant dans une école de commerce pour apprendre le management, il se met en scène comme vendant son miel sur un marché, il se met en scène comme déposant son bilan. Voilà, il s'agit de passer par toutes ces épreuves initiatiques qui sont source de tracas, voire de souffrance. Sous-entendu, j'ai souffert comme vous, quoi. Alors ça, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Le politique, c'est plus quelqu'un qui règle vos problèmes, c'est quelqu'un qui vous démontre qu'il souffre comme vous. Hein, ce qu'on appelle la politique compassionnelle. Je ne peux pas régler vos problèmes, voilà, donc je vais les partager. Bon, pourquoi pas, hein, mais c'est une certaine conception de la démocratie, évidemment. Bon,
Dénonciation de la professionnalisation politique. C'est encore Laurent Wauquiez écrivant un livre qui s'appelle le Huron de la République de mémoire, hein, dans lequel il raconte qu'il est un jeune député, qu'il arrive à l'Assemblée nationale. Et il dit, moi, je ne comprends rien à ce qui s'y passe. Enfin, c'est un monde très bizarre, avec des mœurs très particulières. Voilà, donc moi, je suis... Alors, il nous fait le coup du persan de Montesquieu. Hein, je débarque, j'observe, etc. C'est une société totalement artificielle. Ce n'est pas du tout la vraie société. Voilà. Et il dit, quel bonheur de revenir dans ma circonscription, où, bon, bref, je ne vais pas insister, c'est à chaque fois les mêmes... c'est à chaque fois la même rhétorique. Bon. Alors ça produit des effets lourds, hein, cette dénonciation de la classe politique par la classe politique. Cette dénonciation de l'intérieur, ces stratégies de profil bas, par agrégation, ça finit par produire des effets lourds. Et au-delà des stratégies de présentation de soi, bah, ça a des effets, par exemple, dans le fait qu'aux élections municipales, on est pas mal nombreux à avoir travaillé sur les municipales de 2020, bah, vous n'avez plus personne à se présenter comme politique. Hein. Par exemple, les listes sont peuplées de gens qui se présentent comme des citoyens, comme des habitants. Plus personne ne se présente comme militant. Hein. Et les collègues qui ont un petit peu creusé se rendent compte qu'en fait, derrière les habitants, il y a parfois des militants qui se cachent un peu ou qui ne veulent pas mettre en avant une étiquette partisane parce qu'on a le parti politique honteux. En 2017... vague La République En Marche à l'Assemblée nationale. Comment ces nouveaux députés ont-ils été recrutés? Alors, il faut vraiment rendre hommage à Emmanuel Macron pour sa contribution au rajeunissement de la classe politique. Hein. Les députés ont rajeuni de 7-8 ans, ce qui est quand même très, très, très important. Il faut saluer sa contribution à la féminisation. Hein. On a gagné 6-7% de femmes à l'Assemblée nationale en un seul coup. Bon, ça s'est tassé depuis, mais c'est quand même très... Bon. Il faut aussi saluer éventuellement le rééquilibrage privé-public, puisque les fonctionnaires étaient surreprésentés, donc les gens du privé ne l'étaient pas assez. Donc voilà, bon, donc OK. Comment ont-ils été choisis, tous ces députés de La République En Marche? Bah, ils ont été choisis sur CV. Hein. Ils ont été recrutés sur CV. Et ce n'est pas du tout Emmanuel Macron qui, ne connaissant que cela, puisque je vous rappelle qu'il est banquier, aurait dit bah, on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire les techniques qui sont celles du management privé. Non, pas du tout. C'est assumé, mise en scène, explicité comme telle hein, par Emmanuel Macron et son entourage, qui disent cette façon-là est la bonne. Hein. Évidemment, on ne peut pas puiser dans le vivier des militants, puisqu'on n'en a pas de militants, puisque le parti politique, on est en train de le créer. Donc, vous voyez, on a là encore quelque chose qui fonctionne à l'envers, c'est-à-dire des procédures empruntées au privé, donc qui en principe, hein, okay, on connaît la coupure privée-publique en France, n'ont pas très bonne presse dans le monde, politique, ou plus généralement empruntées au monde du travail, je dis le privé, mais dans le public aussi, enfin le CV c'est le monde du travail. Bon, donc voilà, comment est-ce que ça s'est imposé dans le monde politique comme non pas une solution recevable, mais une solution de demain. Et il le dit, Macron, dans son livre, il dit vraiment il faut complètement renouveler les façons de faire de la politique et voilà, emprunter à d'autres univers, ce qui marche dans d'autres univers. Donc d'une façon générale, on a glissé vers un monde dans lequel l'expérience politique, le fait d'avoir déjà eu des responsabilités, d'avoir déjà été élu, est non plus considéré comme une ressource, mais bien davantage comme un stigmate qu'il faut effacer. Hein. Et puis on adore les habitants, hein, les simples habitants. On ne demande même pas aux habitants d'être des citoyens. Hein. Le simple fait d'être habitant, ça suffit, par exemple, dans des procédures de démocratie participative, où on va dire aux gens, exprimez-vous à partir de vos conditions de vie. Hein. Racontez-nous ce que vous vivez, et avec ça, on va faire un programme électoral, avec ça, on va faire, etc. Donc la grandeur, elle est dans le micro, dans l'individuel, dans le concret, dans le quotidien. Tout ce qui est dans le ciel des idées, voilà, tout ce qui est dans le ciel des doctrines, dans la montée en généralité, pose problème. Par exemple, les données sociologiques posent problème. Hein. Jean-Pierre Raffarin dit dans un de ses livres l'agriculture française, je peux la connaître
par les nombreux rapports qui encombrent mon bureau, qui sont faits par des chercheurs en sciences sociales, des économistes, des sociologues, etc. Voilà, des gens qui ont fait des enquêtes pendant des années, qui produisent... Non, la vérité du monde agricole, elle est sur le marché de Chasseneuil-du-Poitou, le samedi matin, c'est là que je prends la température. D'un point de vue anthropologique, c'est passionnant. Hein. Quelle conception du monde, où est le vrai, où est le réel? Quand Giscard écrit Démocratie française, en 76, je crois, il parle des Français, il parle des jeunes, il parle des femmes, il ne parle pas de Jacqueline, de Michel ou de Jean-Louis, il parle d'agrégats, il parle de groupes, et il parle en sociologue. Il dit, les femmes travaillent plus qu'il y a 10 ans, etc. Voilà, les jeunes ont besoin, etc. Le réel, pour lui, c'est des grandes catégories. Voilà. Eh bien, pour les politiques aujourd'hui, le réel, il a un prénom, un nom. On va parler de la société à partir de cas individuels parce que on n'arrive plus à tricoter en tout cas, on n'adhère plus à l'idée selon laquelle, pour comprendre la société, il faut fabriquer des agrégats. Bon, et donc le point ultime, c'est des candidats à l'élection présidentielle qui peuvent se prévaloir d'une extériorité totale par rapport au champ politique. Donc ça, c'est la posture populiste. Hein. Je ne suis pas compromis, je l'ai dit. Donc je ferai un très bon candidat. Alors la France n'est pas les États-Unis. Le scénario Trump n'est pas en l'état possible en France. Hein, et la comparaison avec Zemmour est intéressante. Zemmour a joué cette carte-là. Voilà, je suis extérieur, je n'ai jamais été dans un parti politique, je n'ai jamais été dans une institution publique, je n'ai jamais été élu nulle part, etc. Et c'est pour ça que je suis grand. Ouais. Sauf qu'à mesure que la campagne avance, on se rend compte que cette grandeur extérieure, fondée sur l'extériorité, sur la pureté, eh bien, elle commence à inquiéter sur un mode, il est un peu amateur quand même. Hein. Alors, le deuxième point, c'est le déclin des partis politiques, l'hypothèse donc de la départisanisation. Bon, je vais être très rapide parce que le temps passe. Bon, les grands partis politiques font profil bas. J'ai évoqué la question de l'étiquette tout à l'heure. La question des primaires, elle est passionnante. Hein. Avant, les grands partis politiques, ils étaient tellement légitimes, tellement sûrs d'eux, qu'ils pouvaient prétendre non seulement produire une offre partisane, le programme commun de gouvernement, les 110 propositions, etc. Bon, voilà. Mais en plus, ils prétendaient choisir en leur sein, et quand je dis en leur sein, c'était vraiment souvent en cercle très fermé, hein, le candidat, leur leader, qui sera un candidat, comme on dit, naturel à l'élection présidentielle. Donc tout ça fonctionnait de façon très, 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 très fluide, confère voilà, la vie politique des années 70-80. Quand je dis très fluide, évidemment, derrière tout ça, il y a des compétitions très, très sévères pour la conquête du parti, pour le leadership et pour la candidature à l'élection présidentielle. Mais la grammaire qui nourrit ça est au fond assez simple. Alors, les primaires, c'est quoi? C'est la situation dans laquelle des partis politiques ne se sentent plus légitimes à faire ça. Ils ne se sentent plus autorisés à faire ça et on ne les autorise plus à faire ça. Donc, dans un premier temps, ils vont demander ce qu'on a appelé les primaires fermées. Ils vont demander à leurs adhérents de choisir à leur place en disant, bon, voilà, on va faire de la démocratie participative au sein du parti politique. Donc, choisissez... entre Lionel Jospin et Henri Emmanuelli en 1995, bon, voilà, primaire fermée. Et puis, dans un deuxième temps, primaire ouverte, c'est-à-dire qu'on va déléguer aux simples sympathisants. Alors, c'est quoi un sympathisant? Donc, catégorie complètement molle, mais donc on renvoie à la société le choix du candidat. Hein, et puis, des fois, ça marche. Hein, dans le cas de François Hollande, il y a une dynamique positive qui fonctionne. Voilà, on est fasciné par le modèle Obama, et donc ça fonctionne assez bien. Bon. Mais ça fonctionne qu'un temps. Hein. La dernière élection présidentielle a au contraire démontré la précédente, l'extrême fragilité du système des primaires, puisque les deux vainqueurs des deux grands partis politiques, Benoît Hamon et François Fillon, ont obtenu des résultats très très fragiles. Et que dire de Anne Hidalgo et Valérie Pécresse à la dernière. Alors, c'était des primaires fermées, là, pour le coup.
les grands partis ne fonctionnent plus comme des familles politiques, hein, fonctionnent plus comme des familles politiques avec des obligations de loyauté, etc. Ces grandes familles sont travaillées par des forces centrifuges de telle sorte que, alors que dans les années 70, pour être candidat, pour avoir une carrière politique et a fortiori pour être candidat à l'élection présidentielle, il fallait passer par une grande famille politique, il fallait la conquérir, et si on n'arrivait pas à la conquérir, on n'avait pas d'avenir. Rocard n'a jamais réussi à conquérir le PS, n'a jamais réussi à être majoritaire. Il ne lui serait pas venu à l'idée d'être candidat dans le dos du PS. Il ne lui serait pas venu à l'idée d'être candidat contre Mitterrand, alors même qu'il était plus populaire que Mitterrand. Mais simplement, l'organisation tenait ses troupes, hein, pas question de candidature dissidente. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour être un candidat à l'élection présidentielle, la meilleure stratégie, c'est d'aller tout seul, d'avancer tout seul et de s'émanciper des grandes familles politiques. Xavier Bertrand s'était émancipé des Républicains, Valérie Pécresse également, et puis penser à tous ces entrepreneurs politiques spécialisés dans les campagnes présidentielles à répétition et qui se sont émancipés de leur famille d'origine. Hein. Pensez, alors ça va, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Je parlais d'Arnaud Montebourg tout à l'heure. Alors ils n'arrivent pas à avoir les 500 signatures, hein, mais bon, l'idée, c'est qu'il vaut mieux avoir sa petite entreprise politique à soi plutôt que d'essayer d'exister à l'ombre d'une grande famille politique. De toute façon, l'image de cette grande famille politique est tellement abîmée qu'il vaut mieux tenter l'aventure en solo. Hein. Donc les forces centrifuges sont très très fortes aujourd'hui dans les partis politiques. Regardez Édouard Philippe, regardez Florian Philippot, regardez Marion Maréchal, regardez François Ruffin, Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon, tous ont Jean-Luc Mélenchon, tous ont quitté le parti pour faire monter leur propre boutique. Et on ne peut pas dire qu'ils aient eu à le regretter, parce que d'une certaine façon, ils existent comme personnalité politique pleinement. Et rien ne leur est en quelque sorte interdit. Mais le meilleur argument pour montrer à quel point les partis politiques sont une structure dépassée, c'est évidemment l'émergence de ce qu'on appelle les partis mouvements. Alors les partis mouvements, c'est La République En Marche, c'est la France Insoumise, enfin Renaissance maintenant, et la France Insoumise. On a cru, nous autres, dont c'est le métier d'observer ces choses-là, on a cru que c'était des partis émergents qui allaient progressivement s'institutionnaliser. Hein, comme voilà, institutionnalisation du charisme, le parti gaulliste a survécu à son fondateur et a fini par devenir une machine politique. Bon, on pensait que ça ferait ça. Et puis non, il y a eu un moment où il a bien fallu se rendre compte de l'évidence, c'est-à-dire que tout était fait pour que ces partis politiques ne s'institutionnalisent pas. Il n'y a toujours pas de statut à la France Insoumise. Voilà, c'est un leader avec un premier cercle, avec un deuxième cercle, avec des grâces et des disgrâces, avec des entrées et des sortants. Il y a beaucoup de militants, mais il y a un turnover très, très important. Les fédérations locales sont très peu organisées, très peu financées, et la consigne, c'est en gros démerdez-vous, collez au mouvement social, faites ce que vous voulez, faites ce que vous croyez bon, mais vous n'aurez pas de consigne du centre. Hein. La République En Marche, pareil. Quand j'ai eu des étudiants qui ont voulu travailler sur les structures dans l'île-et-Vilaine de la République En Marche, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait personne, c'est des constructions de papier. Et ça n'est pas du tout un problème pour Emmanuel Macron et pour Jean-Luc Mélenchon. Ils n'ont pas besoin de ça. Il faut voyager léger, comme dit un de mes collègues. Hein. Voilà, parti politique souple, retournement d'alliance du jour au lendemain. Mélenchon, il est beaucoup plus habile qu'Olivier Faure pour une raison très simple, c'est qu'il conduit un hors-bord, l'autre conduit le Titanic. Hein. Voilà, c'est très dur de faire bouger le PS. Je veux dire, il y a des règles collectives, collégiales très complexes. Bon, elles sont peut-être un peu flottantes ces temps-ci, mais enfin, il y a un héritage. Voilà, Faure, il représente un parti politique qui a une longue histoire. Donc voilà, il en est le leader provisoire, mais il est comme écrasé par l'institution. Mélenchon, il est un pur stratège individuel et il a des gens qui le suivent. Alors, il lui importe d'avoir des gens qui le suivent, mais voilà, c'est un pur stratège. Bon.
Donc ces partis mouvements, vous l'avez compris, ils existent sur la base de l'attachement à une personne. Ce sont des partis hyper personnalisés qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup les outils numériques pour communiquer directement avec... c'est des partis qui ressemblent à des fan clubs, en fait, voilà, qui fonctionnent comme des fan clubs. Macron et Mélenchon se sont dotés d'un parti politique pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, alors que le PS et LR se dotent d'un candidat. Mais vous voyez bien que le rapport de force entre l'institution et l'individu n'est pas du tout le même. Alors, j'aurais voulu consacrer les quelques minutes encore à un dernier point qui est ce que j'appelle le déclin des grammaires sacrificielles. C'est un peu pompeux comme formulation. Le rapport au monde, j'ai appelé ça comme ça tout à l'heure, l'habitus pour ceux qui aiment la sociologie, le rapport au monde des professionnels de la politique. Et sur ce point-là aussi, je pense qu'il y a renversement de façon très significative. Il y a un très très beau texte de Pierre Bourdieu sur la démocratie représentative, dans lequel il fait une comparaison entre les élus et les prêtres, et il dit cette chose très juste, il dit quand vous êtes un élu de la République, vous avez du pouvoir, voilà, mais au terme de votre élection, qui s'apparente à ce qu'en sciences sociales on appelle un rite d'institution ou un rite de passage, au terme de votre élection, vous avez du pouvoir, mais ce pouvoir de dire, il se double de l'obligation que vous avez de renoncer à être vous-même. La fameuse thèse de Kantorowicz, les deux corps du roi, on la retrouve ici. Je suis l'incarnation de ma commune en étant le maire, je suis l'incarnation de la République en étant Premier ministre, donc j'incarne quelque chose de grand, ou bien je suis le prêtre qui a le pouvoir de dire la messe, de consacrer, etc., d'opérer des sacrements. Donc je suis grand, je suis même sacré à bien des égards, mais cette grandeur de ma personne, je la paye de l'interdiction d'être moi, c'est-à-dire d'être moi vraiment. Je vais porter un costume, je vais porter un... Voilà, je vais parler la langue de bois, je vais réciter une formule impersonnelle, et quand je parle à mes ouailles en chair le dimanche à la messe, c'est pas pour raconter mes vacances ou mon enfance, c'est pour dire ce que l'institution a à dire. Voilà. Donc le deuxième corps s'efface pour que le premier corps puisse faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire, par exemple, faire un sacrement. Eh bien, toute proportion gardée, en politique, c'est la même chose. Et en tout cas, c'est comme ça qu'étaient construits les rôles politiques. Vous pouvez être le général de Gaulle à condition de renoncer à être Charles de Gaulle. Voilà. Vous pouvez être Premier ministre à condition de renoncer, au moins dans l'espace public, à votre second corps. Tout simplement parce que le pouvoir de l'incarnation suffisait à vous donner de la légitimité pour faire ce que vous faites. Vous pouviez dire, j'ai l'écharpe tricolore, je suis le maire, je suis le député de la nation, donc ça suffit, par exemple, à dire que la décision qu'on vient de prendre est la bonne, parce que je suis autorisé à la prendre. J'ai ce pouvoir, et vous êtes gentil, vous en face, vous n'avez pas ce pouvoir, vous êtes de simples citoyens, donc voilà, il y a une asymétrie fondamentale entre nous. Bon, la démocratie représentative, elle a fonctionné sur la base de cette asymétrie tolérée. Bon, le maire a décidé, ou bien c'est le Parlement. Bon, voilà. On reconnaissait la grandeur des grands, la grandeur des élus, ou le droit qu'ils se revendiquaient de prendre des décisions nous concernant. Bon, alors c'est ça qui a basculé, évidemment. À partir du moment où la grandeur d'incarnation fait l'objet d'un rapport assez ironique de la part des citoyens, et parfois aussi de la part des intéressés, je pourrais vous donner des exemples, en fait, la grandeur, elle n'est plus dans le rôle, elle n'est plus dans le premier corps. Donc la grandeur, on va aller la construire ailleurs, on va la construire dans le deuxième corps, autrement dit, avec ce qu'on est vraiment. Et donc là, c'est la porte ouverte à toutes les stratégies par lesquelles les politiques essaient de se légitimer auprès de nous, non pas simplement par leur fonction politique, j'ai été maire, je suis ministre, etc., j'ai été député, mais par ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, ça peut être des choses très variables. Alors j'ai essayé dans le livre de détailler un petit peu tout ça. On se grandit en disant je suis un grand sportif, j'ai une vie de famille exemplaire, j'écris des livres,
je suis comme vous, j'ai eu un cancer du sein, etc. La question de la santé m'intéresse beaucoup parce que je travaille là-dessus avec des collègues en ce moment sur, voilà, sur le rapport à la santé des politiques et sur voilà. Alors, pendant très longtemps, les politiques n'avaient pas droit au deuxième corps, c'est-à-dire ils pouvaient avoir des problèmes de santé, fallait pas le dire, c'était irrecevable dans l'espace public. On se souvient du pauvre Georges Pompidou à l'agonie alors qu'il est encore en fonction et tentant de façon pathétique de donner le change, etc. Mitterrand a masqué son cancer, Chirac a masqué son... Voilà, ils ont tous les présidents ont menti sur leur santé jusqu'à Sarkozy. Bon, tout simplement parce que voilà, il fallait être à la hauteur de la fonction, ce qui était à la fois très, très émouvant, parce que c'est une conception très grande de la fonction, hein, mais en même temps très problématique, puisque... l'idéal de transparence se trouve un petit peu bousculé. Mais enfin, il y avait un peu de grandeur dans cette obligation dans laquelle ils se croyaient tenus de dire qu'ils étaient en bonne santé, même quand ce n'était pas vrai. Bon, alors aujourd'hui, on voit des politiques qui ont des stratégies complètement inverses, de transparence sur leur santé. Alors, on a travaillé sur le cas, par exemple, d'une femme ministre qui dit avoir un cancer, pas seulement avoir eu, comme l'actuel président de l'Assemblée nationale qui dit j'ai eu, hein, mais de dire j'ai en ce moment un cancer et donc voilà, ça va ralentir mon activité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle réussit à construire un raisonnement. Bon, je décortique, donc je prête des stratégies à une femme qui a des problèmes de santé, donc c'est un peu, voilà, on peut en discuter. Mais sa stratégie, c'est de dire, bon, oui, je ne vais pas être à temps plein au ministère. Ok, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vais pas vous dire que je suis pleinement opérationnel, c'est pas vrai. Mais en même temps, ça m'oblige, ça me donne l'occasion d'aller à l'hôpital, ça me permet d'être le porte-parole de toutes les femmes qui ont un cancer du sein, et ça me permet à la fois de comprendre ce que c'est que cette maladie, de aussi mettre en avant l'exemplarité qu'il y a à je continue à travailler malgré mon cancer. Donc c'est un message que j'envoie à dire c'est pas parce qu'on a cette maladie que on doit s'arrêter de travailler, être mis au banc de la société, etc. Donc voilà, je fais mon métier politique, simplement je le fais d'une autre façon. Je ne le fais plus en tant que ministre qui pond des décrets ministériels, je le fais en tant que porte-parole, donc par la représentativité que j'ai en tant que femme ayant accès à l'espace public et du coup pouvant fonctionner comme un lanceur d'alerte ou en tout cas le porte-parole un peu autoproclamé de ce monde très atomisé, etc. Donc vous voyez, c'est plus le pouvoir politique, et la légitimité n'est plus du côté du premier corps, hein, le ministre impeccable en tailleur, sans genre, sans âge, sans corps quasiment, hein, la personne abstraite, hein, qui pond des décrets. Non, le pouvoir politique, il est du côté du deuxième corps, le corps fragile, mais réel, hein, celui qui connaît l'expérience de la maladie. Donc ça ouvre ce que moi j'appelle le droit à la singularité. On a des politiques qui vont, c'est une des logiques de la pipolisation de la vie politique, hein, qui vont pouvoir se présenter à nous, avec par exemple des passions qui sont plus ou moins compatibles avec le registre politique. Hein. On a quand même eu un président amoureux, enfin on a eu deux présidents successifs très amoureux à l'Élysée, dont le premier, Nicolas Sarkozy, nous a expliqué son histoire d'amour depuis l'Élysée. Bon, qu'est-ce qu'on répond à celui qui dit pourquoi est-ce que moi j'aurais pas le droit, etc. Donc vous voyez, on n'est plus sur une logique sacrificielle de mise entre parenthèses de toutes mes autres vies. On est sur un droit au moi pluriel. Hein. Je suis Bruno Le Maire nous dit je suis ministre et en même temps j'écris des livres. Voilà, je suis un écrivain contrarié. Je fais de la politique, ça c'est pour les autres, mais pour moi, pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de commencer toutes mes journées par 1 heure d'écriture. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'au moment du Covid, ça tire un peu quand même... c'est un peu compliqué, il y a quand même beaucoup de gens qui lui disent vous êtes ministre de l'économie, vous avez quand même peut-être un peu autre chose à faire que d'écrire des livres, et lui répond en disant non, j'ai le droit
à la multiplicité de mes identités. Voilà, j'ai le droit à l'écriture, comme on a le droit à l'amour, comme on a le droit à la maladie, comme on a on a le droit aux vacances à Ibiza ou ailleurs. Voilà, on a le droit à d'autres. Bon, alors c'est intéressant de voir comment vous voyez, les deux corps entrent éventuellement en contradiction. Et je terminerai peut-être là-dessus. Quand Bernard Laporte est nommé secrétaire d'État au sport, il fait une déclaration dans la presse, il dit c'est une nouvelle expérience, voilà, je vais voir si ça me plaît. Voilà, et puis il dit assez benoîtement, il dit aux journalistes qui l'interrogent, si ça ne me plaît pas, je démissionnerai. Et là, il y a son ministre de tutelle, Roselyne Bachelot, qui publiquement le rappelle à l'ordre en disant Bernard, secrétaire d'État ou ministre de la République, c'est pas un truc qu'on essaye comme ça pour voir si ça nous fait plaisir. On est appelé. Hein, on est appelé. Voilà. Donc on s'écrase. Ça veut dire que le deuxième corps, il n'a pas il doit être mis entre parenthèses. Le fait que ça te plaise, que tu t'éclates dans la fonction, ou qu'au contraire, tu souffres pour... voilà, le général de Gaulle, quand il est parti à Londres, il n'a pas dit... je dis le général de Gaulle parce que le premier volume des mémoires de guerre s'appelle L'Appel. Il n'a pas dit, oh, ben, je vais à Londres, je vais essayer, puis si ça ne me plaît pas, j'arrêterai. Hein, non, voilà, je caricature évidemment. Bon, voilà, donc c'est un peu ça le populisme ordinaire. Ce n'est pas uniquement des personnalités populistes qu'il faudrait stigmatiser, mais c'est, j'espère avoir été clair dans ma présentation, c'est un espèce de renversement, de basculement, au terme duquel tout ce qui était grand, tout ce que la République avait, ou le champ politique d'une façon générale, avait patiemment construit comme grand, comme légitime, pour rendre possible cette division du travail politique entre des citoyens qui votent et des élus qui se spécialisent dans l'accomplissement des fonctions politiques au point parfois de devenir des professionnels, eh ben c'est cette mécanique-là qui s'est grippée sur la base d'un procès extrêmement radical fait aux élus. J'ai travaillé sur les Gilets jaunes et j'ai rencontré pas mal de maires à ce moment-là. C'était extrêmement intéressant d'entendre l'amertume des maires qui disaient, vous vous rendez compte, on organise des réunions publiques, tout le monde a le droit de venir, tout le monde a le droit de s'exprimer, les seuls qui n'ont pas le droit de parler, c'est nous. Parce qu'il y avait des consignes préfectorales comme quoi les maires devaient organiser les débats, mais devaient éviter d'y prendre part, en disant quelle est notre faute, quelle est la faute que nous devons expier. Oui, on a commis un crime, on a été élu au suffrage universel. C'est donc... voilà. Alors, est-ce que l'élection au suffrage universel est devenue une catégorie honteuse? Non, évidemment, ce n'est pas le point d'arrivée de mon raisonnement. Mais vous voyez, quoi, tout ce qui était source de légitimité par le passé tend à devenir une faute dont il faudrait s'excuser. Et tout ce qui est extérieur au champ politique est crédité d'une espèce de pureté qu'on projette de façon parfois très naïve. Hein, par exemple, en disant que... les gens qui sont extérieurs, les fameux ministres de la société civile, on trouve ça toujours très bien que le ministre de la Culture soit un professionnel de la culture, que le ministre des Sports soit un sportif, etc. Et puis on oublie par exemple les conflits d'intérêts. Oui, quand un grand patron devient ministre de l'économie, il ne vient pas de nulle part, il vient d'un secteur particulier. Quand une éditrice devient ministre de la Culture, elle a un rapport particulier au monde du livre, évidemment, en tant qu'éditrice. Ce n'est pas forcément un problème, hein, ou quand un président d'université devient ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. C'est pas forcément mais je veux dire, c'est pas tout blanc tout noir. Voilà, je dis juste ça, et il n'y a pas de solution simple. Donc ce qui me motive, c'est plutôt d'essayer de voir les limites de ce basculement et de l'interroger. Voilà, merci de votre attention. J'espère qu'il est 59, donc c'était un petit peu le cadre qu'on s'était fixé pour ne pas que j'abuse de votre patience. Et on a le temps, oui, de questions, d'échanges. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. En vous écoutant, en fait, décrire cette évolution basée sur l'expérience française, en réalité, j'ai passé dans ma tête les autres pays qui nous entourent, les pays européens, et je me dis, est-ce que ça, il y a une spécificité française ou qui est plus renforcée dans notre pays que dans les pays qui nous entourent? Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mon sentiment, c'est que c'est davantage visible, perceptible en France, mais peut-être que c'est juste par
méconnaissance du détail. Merci pour votre question. Alors, pour être clair, je pense qu'il y a vraiment un mouvement, et ça tout le monde le sait, un mouvement, disons populiste, mais je fais très attention de ne pas beaucoup utiliser le mot, un mouvement populiste qui déferle comme une vague sur les démocraties avancées autour de quelques idées très très simples. En gros, la classe politique est corrompue, donc il faut dégager tous les professionnels de la politique qui sont des incapables. Voilà. Voilà. Donc ça, bien évidemment, c'est l'Italie, c'est la Hongrie, c'est les États-Unis, c'est etc. L'Argentine. Une des spécificités françaises relatives, c'est la capacité. Mais bon, faudrait y aller voir de plus près. Voilà, je vous le dis comme je le pense. La capacité de la classe politique à maintenir ses positions précisément en faisant tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire en faisant profil bas, en ayant recours à des primaires. Et la classe politique française, elle s'est un peu renouvelée, je l'ai dit en 2017, mais fondamentalement, elle ne s'est pas énormément renouvelée. Les mêmes continuent à tenir le système. Ça reste un champ politique très fermé. Il s'est un peu ouvert, mais il reste quand même très fermé. Donc voilà, il n'y a pas une vague dégagiste qui a complètement submergé le paysage politique français. Il faudra voir les années qui viennent, mais bon, les grandes formations politiques, quand on regarde les élus locaux, c'est le PS, c'est les Républicains, hein, voilà, et c'est pas c'est un peu la République en marche, mais enfin non, c'est surtout ces deux vieilles familles politiques classiques, voilà, d'où ce jeu très amusant au moment de la collecte des signatures, hein, que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse avaient des milliers de signatures pour 5% à l'arrivée, alors que des gens qui avaient parfois du mal à les obtenir, Marine Le Pen, Mélenchon, pas trop, et Zemmour, étaient loin devant quand même. Donc il y a un découplage là. Bon, ça marche. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, moi, j'ai envie de vous poser 1000 questions, mais je ne peux pas. En fait, ça me pose la question. Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à la question de pourquoi et comment ça a changé. Est-ce que c'est dû au contexte économique? Est-ce que c'est dû au contexte plutôt lié par exemple aux médias qui évoluent? Est-ce que c'est un aveu d'échec de la démocratie représentative? Est-ce que c'est la mondialisation? Enfin voilà, je me demande qu'est-ce qui a fait qu'on est passé des années 80 à maintenant à ce changement-là. Merci. Alors oui, vous aviez 1000 questions, mais rien que celle-là, déjà, elle en vaut 1000. Il y aurait plein de choses à évoquer. Donc, en vrac, une des logiques lourdes de changement social, c'est la défiance accrue à l'égard des institutions, d'une façon générale, et pas seulement des institutions politiques. François Dubé avait écrit un très beau livre qui s'appelait « Le déclin de l'institution », c'était dans les années 90, je crois, donc ça date pas d'hier. Il montrait comment l'école, etc., toutes les institutions aujourd'hui ne sont plus à même de produire des rôles chargés en légitimité. Il prend l'exemple, puisque c'est un spécialiste de l'école, il montre très bien que aujourd'hui, comme j'aime beaucoup cette expression, Dubé nous explique que chaque enseignant est condamné à être charismatique. C'est-à-dire quand vous avez face à vous une classe de collège, le simple fait d'être l'institution ne suffit pas à établir un rapport de force. Il faut construire le rapport de force avec votre deuxième corps, c'est-à-dire il faut être charismatique. Si vous espérez construire une relation d'autorité par le simple fait d'incarner l'école, donc
ou le savoir, etc. Donc le premier corps, ça ne suffira pas. Il faut que le deuxième corps soit aussi dans la partie, ce que les profs appellent bien passé. Et Dubé montre très bien que tout se joue pendant la première heure, etc. Donc voilà, c'est l'hypothèse générale d'un déclin des institutions qui a à voir avec l'individualisation des sociétés, etc. J'ai fait un livre qui s'appelle L'individualisation, donc essayer un peu de décrire ça. Il y a évidemment une dimension de crise économique. Hein. J'ai évoqué le fait que ce qui rendait possible la division du travail politique, c'était aussi que c'était un jeu à somme positive. On veut dire, on peut râler sur les politiques, mais enfin, on voit aussi qu'on vit mieux que ses enfants. Bon, donc ça, c'est l'équation des 30 Glorieuses, donc ça fait passer beaucoup de choses. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Vous tapez député sur Internet, le premier truc que vous voyez, c'est les salaires des députés. Encore hier, au journal télévisé, un truc sur les privilèges des anciens présidents de la République. Enfin, c'est quand même assez grotesque. Enfin, il faut être très soucieux de l'argent public, évidemment. Mais enfin, là, on est quand même plutôt sur une logique de bouc émissaire que sur une logique de réflexion sur les deniers publics, me semble-t-il. Hein. Donc, il y a cette dimension économique. Il y a une dimension strictement politique autour du fait que la France a connu, et là pour le coup c'est une spécificité française, la France a connu beaucoup d'alternance, j'ai envie de dire trop d'alternance, trop rapprochée, hein, pendant que Angela Merkel était au pouvoir en Italie pendant longtemps, pendant que Tony Blair enchaînait les mandats, etc. Et bien en France, on a eu la droite, la gauche, des cohabitations, la gauche, la droite, etc. Après avoir connu une longue période d'absence d'alternance, mais du coup, on les a, à partir de 1986, on a multiplié les alternances. Et donc, ça a brouillé les clivages politiques, et ça a aussi nourri cette culture du la droite et la gauche, c'est pareil, etc. Donc, ça a fragilisé, ça a cassé le jeu de l'alternance droite-gauche classique. Et vous avez raison aussi, mais je ne développerai pas, mais d'évoquer le développement des médias et des réseaux sociaux et des machineries à encourager des prises de parole désinstitutionnalisées. Qu'est-ce que c'est que la télé-réalité ? Qu'est-ce que c'est que Cyril Hanouna ? Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux ? Sinon des espaces c'est même plus le deuxième corps, c'est la partie basse du deuxième corps, quoi. Enfin, c'est la pesanteur institutionnelle complète. On peut faire des fautes d'orthographe, ça n'a aucune importance, on n'est pas obligé de dire bonjour, etc. Donc il y a une espèce de désinstitutionnalisation du monde qui se fait par les réseaux sociaux dont on voit le spectacle tous les jours, quoi. Donc ça joue aussi. Merci. Bonsoir, merci pour votre exposé, c'était fort intéressant. Sur la partie concernant la professionnalisation du politique et notamment la déprofessionnalisation qui est appelée des vœux de la plupart des politiques, j'ai l'impression qu'on observe une professionnalisation autour du politique. J'entends par là tous ceux qui travaillent autour. On observe désormais des formations universitaires consacrées à la formation des assistants parlementaires, des collaborateurs de cabinet. Et quand ces métiers-là étaient assez, on va dire, anecdotiques dans une carrière complète, maintenant on remarque des carrières complètes de collaborateurs. Il y a une professionnalisation de l'entourage du politique aussi. Et donc est-ce qu'on n'est pas là dans un système de vase communicant où finalement le politique, c'est bien sûr l'élu qui prendra toujours la décision, mais il a aussi tout autour une sorte de staff qui va être un véritable professionnel du politique. Qu'est-ce que vous observez par rapport à ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, j'observe, merci pour votre question, j'observe la même chose que vous, c'est-à-dire, enfin, je dis je, mais là, en l'espèce, c'est les travaux de collègues. Donc, il y a, oui, une massive professionnalisation des entourages, que ce soit à l'échelle ministérielle, à l'échelle locale également. Et surtout, les emplois de cabinet, les entourages deviennent de plus en plus... les emplois d'assistants parlementaires, etc., deviennent de plus en plus un point de passage obligé dans la carrière politique. Ça devient vraiment le lieu de formation des politiques de demain, beaucoup plus que les partis politiques, par exemple. Donc on pourrait aussi dire que les partis politiques sont aussi dessaisis de cela. Alors il y a effectivement ce paradoxe d'une
plus grande professionnalisation du champ politique, en fait. Je pense qu'il n'y a jamais autant de gens à vivre de la politique qu'aujourd'hui. Hein. Sauf que c'est une politisation, une professionnalisation dans l'ombre, hein, car on a affaire à des gens qui ne sont pas visibles, et c'est une professionnalisation qui cohabite avec un discours de déprofessionnalisation tenu par ceux qui sont au centre. Donc c'est un paradoxe effectivement assez savoureux. On pourrait presque dire qu'il y a des professionnels de la déprofessionnalisation. En tout cas, bah oui, dans les entourages des politiques, clairement. Bonsoir, merci beaucoup. Je me demandais quel rapport vous établiriez entre l'émergence du deuxième corps dont vous parlez, de la personne, avec les discours qu'on voit aujourd'hui de ce qu'on appelle la post-vérité, des propos qu'on aurait pensé impensables il y a quelques années. C'était, je crois, Bruno Retailleau qui avait parlé que l'état de droit n'est pas sacré, des choses comme ça. Voilà, quel rapport on en fait avec les problématiques que vous avez évoquées. Merci. Je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire, ce qui caractérisait le premier corps, c'est la langue de bois. Hein, le premier corps, c'est l'institution qui parle. C'est Monsieur le maire le 11 novembre. Donc, c'est la parole ritualisée, la parole cérémonielle, etc. Donc la parole un peu chiante, hyper prévisible, mais à laquelle on se laisse prendre parce que, au fond, nous avons besoin de ces grammaires institutionnelles. Hein. Et surtout, on ne sait pas par quoi la remplacer. Alors effectivement, il y a un moment où l'humeur anti-institutionnelle pousse Monsieur le maire à commencer son discours en disant « Bon, je vais être très court, car ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas faire des discours, etc. » Donc on va jouer un petit peu avec le rôle, avec le premier corps. Le deuxième corps va un peu taquiner le premier, mais en fait, Monsieur le maire, ou Madame le maire fera son discours très bien, et ça durera une demi-heure comme d'habitude. Donc le premier corps finit quand même toujours par l'emporter sur le second. Bon, on n'en est plus là. On en est effectivement, on en est toujours là au niveau local, hein, mais effectivement, du côté des personnalités politiques les plus médiatisées, il y a effectivement une libération du deuxième corps, entendu, Jean-Marie Le Pen on a fait une très belle définition, hein, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est-à-dire ce que personne ne doit dire en société, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et on peut penser sans les dire, ça s'appelle la civilisation. Donc voilà, on décivilise la vie sociale en s'autorisant à dire ce qui nous passe par la tête. Et encore une fois, de ce point de vue-là, Donald Trump, c'est un exemple très intéressant. Alors, Donald Trump, pour la science politique, c'est un cas assez magnifique, puisque c'est quasiment un cas pur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de premier corps. Il n'y a aucun ancrage institutionnel, quoi. Ça n'est qu'un pur deuxième corps. Donc, il dit, il tweet, il s'exprime tout ce qui lui passe par la tête. Donc, s'il a envie de faire une côte d'Azur sur la bande de Gaza, il le dit. S'il a envie d'envahir, ça, il le dit comme ça lui vient, quoi. Donc comme un enfant. Donc oui, il y a vraiment un problème autour de ce qu'on a, vous voyez, tout ce qui est la critique du politiquement correct, etc. Faut être vrai, faut être authentique, faut être sincère, etc. Bah oui, mais on finit par oublier une chose élémentaire, c'est que la vie sociale, c'est justement la possibilité d'être insincère, la possibilité l'obligation de se taire et de faire attention aux autres. Merci, bonsoir. Je voulais simplement... ce qui me gêne, c'est que ce soir également, mais d'une façon générale, les médias ne parlent jamais, ne reviennent jamais avec la constitution de la Ve République aux sources du référendum de 69. De Gaulle avait bien compris que dans sa constitution, il y avait des problèmes fondamentaux qui allaient se poser dans la représentativité et dans le partage.
Et on a répondu non, mais ce n'était pas du tout aux questions qui étaient posées, comme dans beaucoup de cas au référendum. Or, il posait des problèmes de représentativité de la deuxième chambre parlementaire, et il posait des problèmes sur la décentralisation. Et nous n'avons rien résolu complètement, d'une façon intelligente, dans ces deux domaines. Et je trouve que c'est un mal profond dans la vie politique de ce pays. Oui, alors vous auriez pu aussi me reprendre sur le fait que beaucoup de choses que j'ai dites font écho par rapport à la position du général de Gaulle. C'est-à-dire le fait de ne pas considérer les partis politiques, le fait de se méfier de la classe politique, des partis politiques et voilà, d'une certaine forme de professionnalisation politique, et le fait de tirer sa légitimité non pas de ce qui se faisait à l'intérieur du champ politique, mais à l'extérieur, c'est-à-dire le référendum, c'est-à-dire la communication directe avec les citoyens via les conférences de presse ou via l'édition des mémoires de guerre ou l'appel à la radio à une période plus ancienne. Oui, il y a chez le général de Gaulle aussi la volonté de renverser la table. Pas sur le troisième point que j'ai évoqué quand même. Merci, c'est extrêmement intéressant. Je suis juste un petit peu curieuse. J'ai envie de nommer deux exemples. L'accouchement du 4e enfant de Ségolène Royal et puis Rachida Dati qui était sur le perron de l'Élysée 3 jours après sa césarienne pour évoquer le second corps que vous décrivez, le lien avec la santé. Là, en l'occurrence, c'est une excellente santé. Simplement, c'est la vie. Et dans quelle mesure la place des femmes avec ce second corps pourrait être quelque chose qui s'apparente à autre chose que le populisme que vous liez à ces déterminations de corps, et savoir si ça fait partie d'un des progrès, puisque vous avez nommé la parité que nous n'avons pas encore dans nos deux chambres, et ce que vous pensez de cette place des femmes dans l'évolution. Voilà. Et puis je voudrais nommer de Gaulle, le mot de Gaulle qu'il utilisait pour la frénésie des partis. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui discrédite parfois la classe politique, justement, quand ça devient frénétique. Et peut-être une technocratie aussi qui me semble, rend tout compliqué avec le millefeuille législatif et qui éloigne peut-être ceux qui se sont exprimés dans les doléances aussi, les cahiers de doléances que nous avons le regret de ne pas avoir vu paraître après la promesse de Macron. Alors, merci pour votre question. Sur les femmes politiques, ce qui est intéressant, c'est que la première génération de femmes politiques, la génération d'avant la réforme de parité de 2000, se caractérise par un alignement sur les standards masculins. C'est-à-dire que, par exemple, la tenue vestimentaire pour les femmes parlementaires doit être aussi neutre que possible. Il faut effacer le genre, hein, il ne faut surtout pas se faire remarquer. Les collègues ont parlé de masculinisation des femmes politiques pour rentrer dans le neutre, hein, puisque le masculin est le neutre, évidemment, dans ce monde-là, c'est le féminin qui est typé. Donc pour faire disparaître le premier corps, il faut le deuxième corps, pardon, il faut le masculiniser. Donc ce qu'ont fait Margaret Thatcher, Martine Aubry, Michel Alliot-Marie, etc. Et de ce point de vue-là, le moment intéressant, c'est quand même la candidature de Ségolène Royal, qui est Catherine Achin dit on passe d'une féminité obstacle à une féminité ressource, hein, c'est-à-dire que là, pour la première fois, on va essayer de décliner la présidentiabilité, la conjuguer au féminin et la décliner à partir d'un imaginaire masculin, de la beauté, de la robe blanche, à l'occasion des meetings, d'une ode à la démocratie directe, enfin, des choses qui relèvent un peu de la féminisation du politique ou du pouvoir politique ou du pouvoir d'État, avec un discours d'attention aux autres, de compassion, de cas par cas, etc. Enfin, des choses qui renvoient évidemment pas aux femmes, mais aux imaginaires associés aux femmes ou au genre tel qu'il est construit. Voilà, donc depuis, j'ai envie de dire, oui, à partir de là, c'est de bonne guerre. Les femmes aussi ont joué cette carte-là. Et oui, il est clair que les deux exemples que vous avez donnés ne sont pas des exemples
ce sont des exemples de stratégies de communication. Voilà, on communique avec son corps et on invite éventuellement les journalistes quelques heures après avoir accouché. Bon. Vous avez fait une deuxième remarque, je ne me rappelle plus sur le... C'était le lien entre le... Parce que vous utilisez le mot populisme, et je pense qu'il y a une sorte de progrès quand même dans la mise en lumière d'un deuxième corps de manière légitime pour incarner. Et je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Oui, je passe mes journées à étudier ça, mais j'arrive pas à trouver le bon point d'équilibre là-dessus. Je suis pas persuadé qu'on ait besoin de savoir l'orientation sexuelle du Premier ministre, par exemple, pour reprendre des débats. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que c'est plutôt dangereux. Voilà. Mais j'entends l'intérêt du coming out de Gabriel Attal, mais je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ça me semble poser aussi des questions, voilà, de voir des problèmes. Mais je ne trancherai pas ça comme ça. Peut-être que la réponse sera dans vos prochains récits sur la santé, puisque ça m'intéressera. Merci. Oui, sur la santé, c'est un progrès, on est d'accord. Là, sur oui, ça, là, j'entends ça. Alors, s'il n'y a pas de dernière question, je propose qu'on en reste là. Merci encore. Merci beaucoup.